C'était le 7 janvier 2015, un funeste jour, celui de l'attentat commis contre la rédaction de Charlie Hebdo. Le lendemain, le 8 janvier, c'est une policière, Clarissa Jean-Philippe, qui était assassinée. Et puis le 9 survient une attaque surprise contre les Juifs, l'hypercachère de la Porte de Vincennes. 3 ans après les massacres de Toulouse, au total, les tueries djihadistes de janvier 2015 feront donc 17 morts, donc 4 Juifs. Patrick Klugman est avec moi ce matin pour en parler. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un des avocats choisis par les victimes de l'attaque de l'hypercachère. 5 ans après, donc ce matin, s'ouvre le procès tant attendu des tueries. 14 accusés qui devront répondre de leur présumée complicité terroriste dans la préparation des attentats. Un procès qui va durer 2 mois. 5 salles, justement, seront prévues au sein du tribunal judiciaire de Paris, dans le quartier des Batignolles, à présent. Alors, Patrick Klugman, d'abord, peut-être une question sur le déroulé de cet événement. Comment ça va se passer aujourd'hui à la Cour et dans les prochains jours? J'imagine qu'on va d'abord aborder les choses de façon chronologique. Et donc, d'abord, Charlie. Il y a, comme toujours, avant un grand procès criminel, il y a un planning qui nous a été distribué. Un planning qui donc commence, vous l'avez dit, le 2 septembre et qui va s'achever avec les plaidoiries, notamment de la défense, comme c'est l'usage, la règle, au début du mois de novembre. Donc c'est un planning extrêmement lourd, dans lequel, je dois dire, il faut le saluer, une large place a été accordée au temps d'expression des victimes ou des survivants, ou des familles des victimes, notamment dans le cadre de Charlie et du procès et de l'hypercachère. Donc ce procès, il a le temps judiciaire, c'est-à-dire qu'on va donner la parole aux victimes. Ça, je dois dire que c'est un effort qui est fait de la part de la juridiction et cela nous semble tout à fait essentiel. Nous pensons qu'un procès sans victime, c'est la moitié de la justice, et donc ce n'est plus la justice. Mais il y a également l'organisation d'un procès, donc qui s'ouvre par le rappel des faits. Donc la première journée sera essentiellement consacrée à la lecture de l'acte d'accusation. Et puis, nous allons examiner la personnalité des accusés. Je rappelle pour vos auditeurs que certains des accusés sont renvoyés alors que nous pensons qu'ils sont morts, comme Madame Boumedienne. Il y a comme ça des fantômes autour de ce dossier, ceux qu'on a retrouvés dans la zone irako-syrienne, qui auraient pu être des donneurs d'ordre ou des complices, des kouachis pour Charlie ou de Amédi Koulibaly pour l'hypercachère, qui sont renvoyés parce que nous n'avons pas de preuve de mort. Ouais. Donc on va examiner, disais-je, la personnalité des accusés, et puis après nous allons refaire devant la cour d'assises spécialement composée l'enquête, l'instruction. Les preuves vont être amenées, les reconstitutions, les expertises, et une fois que tout cela aura été fait, il y a des témoins qui vont être cités, qui vont déposer à la barre. Et puis ça s'achèvera, comme le veut la règle, comme je le disais, par les réquisitions du ministère public, les plaidoiries des parties civiles et les plaidoiries de la défense. Alors on va revenir justement sur les enjeux de ce procès, bien évidemment, mais d'abord en termes de logistique, si je puis dire, on sait que des mesures exceptionnelles ont été prises, des mesures de sûreté qui seront mises en place pour ce procès, notamment des contrôles par détecteur de métaux, un procès sous très haute surveillance. Patrick Klugman, est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui ? Oui. C'est un procès qui est nécessairement sensible. Pourquoi ? Parce que nous nous battons contre le terrorisme de différentes manières, mais la justice, le fait de vouloir juger les complices ou ceux qui ont permis à des attentats d'être commis, est une forme de combat. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'on veuille porter atteinte à ce processus-là, qui est un processus démocratique, qui est un processus de résilience de la société française, et donc que nous soyons les uns ou les autres, soit le tribunal en tant que tel, soit des acteurs du procès, pris pour cible. Donc là, c'est vrai que le tribunal va devenir une forteresse le temps de ce procès. Autre fait notable, c'est un fait important, le procès qui sera filmé aussi. Premier procès pour terrorisme à être filmé. C'est totalement inédit. Une mesure prise par le premier président de la Cour d'appel de Paris qui en a autorisé l'enregistrement et qui l'a qualifié d'historique. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est une bonne chose pour la mémoire ? Oui, c'est une très bonne chose. Au même titre que le procès de Nuremberg ou d'autres procès qui ont été filmés à travers le temps. En France, c'est Robert Badinter qui a permis à des procès ayant un caractère historique d'être captés et filmés. Mais l'essentiel, c'est leur captation, mais également le fait que ne soit pas évidemment diffusé
en même temps, ce sont des images pour l'histoire. J'invite vos auditeurs, chère Ilana, à regarder les DVD du procès, notamment Barbie, qui est le premier procès filmé en France. Et ça, ce sont des documents pour l'histoire, et c'est très important. Et vous savez, je parle à mes clients, aux victimes, aux survivants de l'hypercachère. Et notamment, hier, j'étais avec une femme formidable, et je lui dis, vous devez témoigner, parce que votre témoignage sera conservé, et pour vos enfants et vos petits-enfants, c'est essentiel de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, et la manière dans laquelle vous avez réagi. J'ajoute un mot. Quand on s'attaque à une épicerie cachère, on veut toucher des juifs. Bon, le fait est qu'il n'y avait pas que des juifs à ce moment-là, parmi les effectifs ou même parmi les clients, mais le but était de tuer des juifs. La réaction des clients de l'hypercachère, ce sont des gens qui réagissent comme des juifs. C'est-à-dire que d'abord, ils vont s'entraider. Ce que je vous dis là ce matin, je l'ai jamais dit nulle part. Voilà, je suis content de le dire sur Radio J. Ce sont des gens qui vont s'entraider d'une manière remarquable, notamment ceux qui sont partis en bas se cacher. On pense à Alassane Batili aussi, qui avait aidé les personnes de l'hypercachère. Le rôle de Alassane Batili est très débattu. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de mal, mais moi, mes clients estiment qu'il ne les a pas aidés. Mais en tout cas, ceux qui sont restés se sont entraidés d'une forme, je crois, qui vient de certaines valeurs ou d'éducation juive, que ce soit croyant ou pas, religieux ou pas. Le fait est que ça s'est passé de cette manière-là. Ensuite, vous avez une personne que je voyais hier, elle voit Coulibaly arriver et elle comprend, mais instantanément, alors qu'elle fait ses courses, on a un vendredi, qu'elle est en danger, qu'elle doit survivre, et elle va se mettre en position de pouvoir s'écarter parce que dans sa vie, elle a été nourrie par les récits des survivants de la Shoah, de sa propre famille et de celle de son défunt mari. Et c'est incroyable de voir cela. J'avais été marqué, vous savez, dans la tuerie de Toulouse, de voir la manière avec laquelle les gamins de l'école, qui étaient des lycéens de première ou de terminale, quand ils voient des corps, se mettent instantanément, sans préparation, sans formation, à sauver ceux qui peuvent l'être, à protéger, alors qu'ils sont au milieu d'une scène de guerre. On pense à Brian Bijaoui qui avait été blessé notamment. Exactement. À Bijaoui et à ses camarades qui ont déposé devant la cour d'assises. Et donc, je veux dire par là que quand on veut... nous, on voit l'aspect antisémite des choses. On a voulu tuer des juifs. Mais je veux aussi dire ce matin qu'il y a une forme de vie juive qui s'est organisée dans ce moment tragique et qu'elle rend vraiment honneur à ce que nous sommes et à ce qu'on peut être. C'est difficile à dire, c'est difficile à raconter. Je profite d'être sur Radio J pour vous le dire. C'est incroyable ce qui se passe parce que c'est pas préparé, c'est pas voulu. Et ça existe, et c'est vraiment absolument magnifique. Cette solidarité dont on parle. On revient au procès Patrick Kluckmann. On le disait, 14 personnes donc, sur le banc des accusés. Et vous l'avez dit, parmi elles, 3 manquent à l'appel. Ayad Boumedienne, la femme du terroriste Coulibaly, et les frères Belloussi, partis quelques jours avant les attaques dans la zone irako-syrienne. Alors on ne sait pas s'ils sont morts, en tout cas selon certaines sources. Oui, mais ça reste à confirmer. En tout cas, ils restent visés par des mandats d'arrêt. Aujourd'hui, quelles sont les charges retenues contre eux, les accusés? Complicité de crimes terroristes? Oui, pour certains d'entre eux, c'est de la complicité. Sinon, en fait, il y a en tout, je crois qu'il y a 14 accusés. Je regarde parce qu'évidemment, je connais ceux de l'hypercachère. Donc, ils sont renvoyés pour différentes infractions. Il y a évidemment la complicité d'actes de terrorisme. Il y a la participation à l'action de Amédi Coulibaly, il y a la complicité par fourniture de moyens, il y a différentes infractions, il y a toute la typologie jusqu'à la complicité de terrorisme. Je signale quand même qu'a été cité par le parquet pour venir témoigner, et on verra s'il vient, un djihadiste qui est mis en examen par ailleurs, mais vu qu'il a été interpellé récemment, il n'est pas renvoyé dans ce dossier, mais il viendra en tant que témoin, c'est Peter Sherif. Dont son audition va être un moment sans doute compliqué, même si probablement il ne dira rien. Donc, c'est des personnes qui répondent d'avoir aidé, préparé, fourni les moyens à
d'une part, les frères Kouachi qui ont attaqué Charlie Hebdo, et d'autre part, Hamidi Koulibaly qui a attaqué l'Hyper Cacher et qui a tué Clarissa Jean-Philippe, de commettre leur crime. La réalité, c'est que dans l'orbite de Charlie, il n'y a pas grand monde qui est renvoyé dans le box parce que l'enquête n'a pas pu progresser. S'agissant de l'Hyper Cacher, il y a vraiment des gens qui étaient très au contact de Koulibaly, qui l'ont accompagné dans sa radicalisation, qui étaient à son service pour toutes sortes de tâches, y compris pour les armes, et donc qui présente un profil qui rentre dans le cadre, pour nous, du djihadisme dans son application terroriste. Et donc ce procès a un fort enjeu, c'est pas un procès de lampiste. Si ceux qui sont dans le box n'étaient pas là, Koulibaly n'aurait rien pu faire. Rien pu faire. Dernière chose, j'en parle ici aussi, il y a une zone d'ombre dans cette affaire, dans le procès, c'est que quand Clarissa Jean-Philippe est tuée, à Montrouge, elle est à proximité d'une école juive. Il y a des éléments, mais qui n'ont pas été, je dirais, ça reste à l'état d'hypothèse. L'école juive était peut-être visée. Quelle était l'école juive, que s'il se trouvait là à ce moment-là, c'était pas pour tuer une policière, mais pour attaquer des enfants par imitation de Mohamed Merah, et que donc il a tué une policière par opportunité parce qu'il n'a pas réussi, se trompant sur l'heure, à entrer dans l'école. Et l'Hyper Cacher a été choisi minutieusement par Hamidi Koulibaly. Pourquoi est-ce qu'on sait pourquoi cet Hyper Cacher-là et pas un autre ? Non, ça on ne sait pas, mais on sait qu'il y avait eu effectivement des recherches, du ciblage sur différents lieux, commerce cacher, restaurant cacher. Un vendredi en plus, donc ils savaient que c'était Shabbat. D'affluence, donc ça veut dire quand même qu'il y a de la préparation qui a été probablement faite même au niveau des instructions qui ont été données. Il faut savoir qu'un djihadiste n'agit pas tout seul. Il y a des instructions, c'est un plan concerté. Il avait fait une vidéo d'ailleurs où il racontait qu'il avait des complicités. Alors vous parliez tout à l'heure d'Hamidi Koulibaly qui est entré dans l'Hyper Cacher, donc c'était peu après 13h, et de cette femme aussi qui s'est placée devant lui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le déroulé des faits ? Comment ça s'est passé ? Il est arrivé, je crois, avec un fusil d'assaut, armé très lourdement. Oui, j'ai pas envie qu'on refasse ce matin tout le déroulé des faits qu'on va évoquer toute la journée aujourd'hui et pendant plusieurs jours à partir de maintenant. Déjà parce que je risquerais de pas être complet en quelques minutes, parce que ça a duré des heures et des heures. Mais effectivement, il est rentré très lourdement armé. Il va faire usage que d'une partie des armes qu'il a fait sur lui. Il va regrouper les gens dans une partie du magasin dans un premier temps, les menacer ensuite. Il va demander à ce qu'on lui fournisse des informations. Il va demander à ce qu'on allume la télévision, d'ailleurs, pour suivre les informations. Et on sait qu'il y a notamment cette scène qui est très importante, que à un moment donné, le jeune Yoav Attab va essayer de le désarmer et qu'il va y laisser sa vie, alors que lorsque se forme le scénario de cette prise d'otage, Yoav Attab est le plus confiant, le moins craintif. Il prend un peu en charge le groupe de ce que nous ont raconté les autres, et donc c'est lui qui va au contact de l'agresseur et qui se fait tuer. Alors aujourd'hui, Patrick Le Guen, ce sont 200 personnes qui se sont constituées partie civile. Dans toute la procédure, c'est-à-dire que c'est certains rescapés de Charlie Hebdo et ceux les familles des victimes de Charlie Hebdo, des rescapés de Charlie Hebdo, j'imagine autour de Clarissa Jean-Philippe aussi, les associations de lutte contre le terrorisme, les associations de lutte contre le racisme, les survivants de l'Hyper Cacher que je représente, les familles des victimes de l'Hyper Cacher, puisqu'il y a aussi Monsieur Saada qui est décédé. Donc voilà. Vous l'avez dit, ils vont témoigner, et ça c'est une étape nécessaire aussi à leur reconstruction. Alors là-dessus, ils ont chacun une manière de se reconstruire par rapport à ça. Avant de venir dans votre studio, j'étais en ligne avec des victimes qui ne veulent plus entendre parler du procès. Simple, ne veulent même pas être partie civile. Il y en a d'autres qui ne veulent pas, qui veulent que je les représente, c'est la plupart d'entre eux. Et il y a ceux qui veulent venir témoigner. Dans ceux qui vont venir témoigner pour l'Hyper Cacher, vous avez la typologie de cette femme qui a réussi à s'échapper, de ceux qui étaient cachés en dessous, et de ceux qui étaient en confrontation
pendant toute la durée avec Koulibaly. Certains se sont d'ailleurs réfugiés en Israël aussi, peut-être un moyen d'échapper à ce traumatisme encore très vif. Oui, il y a eu de nombreux départs vers Israël, il y en a eu vers les États-Unis. Très peu sont restés vivre dans l'environnement de la porte de Vincennes. Et un acte de terrorisme, un attentat, quelle que soit sa forme, ça broie les vies, même de ceux qui ont, entre guillemets, la chance de survivre. C'est un tel moment de rupture que ça renvoie à tellement de choses qu'on ne peut pas continuer sa vie tranquillement après. On peut pas faire ses courses tranquillement, on peut pas faire un Shabbat tranquillement, on peut pas être dans un supermarché tranquillement. Donc ça rend vraiment la vie difficile, voire épouvantable. Et puis en plus, tous nos clients nous ont tous dit la même chose. Ils ont été éprouvés, humiliés, brisés par leurs échanges avec le fonds d'indemnisation, qui s'est mis, comme une bureaucratie sait le faire parfois, à remettre en cause leurs besoins, à remettre en cause leurs troubles, leurs difficultés. Et de devoir se justifier d'avoir été victime a été quelque chose qui les a détruits. Et c'est aussi une parole qu'on va porter à ce procès, parce que ça doit s'arrêter. C'est juste insupportable. Qu'est-ce que vous demandez justement précisément aujourd'hui, Patrick Lugman, dans ce procès ? Nous, on demande qu'on comprenne que, surtout sur l'hypercachère, d'abord, nous, le procès il a plusieurs enjeux. Encore une fois, c'est pas un procès de lampiste, c'est un procès terroriste. Ça, c'est le premier enjeu, d'une manière générale. Ensuite, le procès va nous servir à rappeler qu'il s'est passé quelque chose ce vendredi à l'hypercachère, parce que l'hypercachère et ses victimes avaient disparu de la surface médiatique des attentats. Donc, ces gens ont été victimes deux fois. D'abord d'avoir été victimes et ensuite d'avoir été oubliés comme victimes. Parce que c'est vrai qu'on parlait souvent de Charlie Hebdo en omettant le fait qu'il y a eu aussi... Et nous avons réussi une première victoire, c'est que vos confrères parlent maintenant du procès des attentats de janvier. Ce qui est mieux que l'attentat de Charlie. Donc, nous faisons ce combat-là pour la vérité, pour la justice. La vérité, c'est ce qui s'est passé, qu'on n'oublie pas tout ce qui s'est passé. Et la justice, c'est que ceux qui y ont concouru répondent de leurs actes par des condamnations lourdes. Merci Patrick Lugman d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle que vous êtes un des avocats des victimes de l'attentat de l'hypercachère. Merci et à bientôt sur Radio J. À bientôt.